Alors, salut et bienvenue dans cet autre tutoriel sur les modèles d'économétrie de données de panel. Nous allons dans ce tutoriel, dans une première partie d'une vingtaine de minutes, vous présenter de façon théorique comment se présente, comment estimer un modèle d'économétrie de données de panel. Et par la suite, dans une seconde partie, les 20 dernières minutes, nous allons vous montrer de façon pratique comment implémenter les modèles d'économétrie de données de panel sous Stata plus précisément. Nous allons vous montrer dans la phase pratique comment définir une variable, une base de données comme panel, comment estimer un modèle à effet fixe, modèle à effet composé, comment tester lequel entre le modèle à effet fixe ou le modèle aléatoire à effet aléatoire est approprié. Et nous allons également regarder les tests voilà, sur les résidus. Voilà, donc nous allons commencer par la partie purement théorique. Donc, pour revenir à l'économétrie des données de panel, il faut dire ici que ce terme de panel fait référence à des données d'une groupe instantanée qui est répétée à travers le temps. Donc, on a des individus qu'on observe sur un certain nombre de variables au courant du temps. Donc, les individus, ça peut être des pays, on peut avoir plusieurs pays sur lesquels on observe, par exemple, des variables macroéconomiques comme le temps, comme le PIB autant pour moi, les recettes fiscales, la dépense finale de consommation et ainsi de suite. Donc, on observe donc ces variables-là sur ces individus-là qui sont les pays, par exemple, du monde entier et à travers le temps, qui peut être en année. Donc, chaque année, on mesure et le PIB et les dépenses finales de consommation et d'autres variables macroéconomiques sur les différents individus. Alors, pouvons prendre par exemple l'exemple de la fonction de production pour illustrer l'exemple que je vous ai pris sur le cas macroéconomique. On peut par exemple mesurer la production, voilà, sur un panel de pays. Sur un panel de pays, on veut mesurer cette production à travers le travail et puis le capital. On peut regarder par exemple une fonction de Cobb-Douglas classique pour essayer de mettre en place un modèle qui permet de modéliser la production, d'exprimer la production en fonction du capital et du travail euh, en ayant observé des données sur des pays et, et à travers le temps. Voilà. Donc, on peut en avoir plusieurs types, hein, suivant, par exemple, la taille de l'échantillon. On a des micropanels qui sont caractérisés par le fait d'avoir plusieurs individus sur une période relativement courte. Autrement dit, le nombre d'individus est supérieur à la période d'observation. Par exemple, on peut prendre tous les pays du monde entier sur lequel on peut évaluer, ou alors par exemple les pays d'Afrique subsaharienne, euh, par exemple, qui représentent quand même une trentaine, 36 pays d'Afrique subsaharienne. On peut prendre ces pays-là et les mesurer sur une période peut-être de 2010 à 2020. Là, on va parler de micropanel parce que le nombre d'individus est relativement élevé par rapport au nombre d'observations. Et comme exemple, vous pouvez avoir le German Social Economic Panel
So, donc, on peut également avoir les macro-panels où les périodes sont longues, relativement longues par rapport au nombre d'individus. Donc, on a moins d'individus qu'on a d'observations dans le temps. On peut avoir des exemples de la base de la World Development Indicator de la Banque mondiale, la base de l'OCDE, la BCAO, etc., peuvent illustrer des macro-panels où on a beaucoup d'observations, des années 60 jusqu'à nos jours, alors que on peut disposer de peu d'individus sur les périodes concernées. Maintenant, en fonction de la structure des données, également, on peut avoir des pseudo-panels qui sont caractérisés par le nombre de périodes disponibles pour chaque individu. Euh, euh, ne puisse être le même. Donc, on a des valeurs manquantes pour certains individus et pas pour d'autres, et ainsi de suite. Là, on va parler de pseudo-panel parce qu'on n'a pas exactement le même nombre d'informations disponibles pour chaque individu. Donc, on a obtenu par fusion de groupes instantanés à différentes périodes avec des individus différents, ça peut prêter à confusion. Mais là, on parle de pseudo-panel. Alors, pour ce qui est de notre cas, ce sont des cas de panel synthétique. On a un nombre de périodes disponibles pour chaque individu qui est le même. Là, on a ce qu'on appelle des panels synthétiques. On observe exactement le même nombre d'individus pour le même nombre de données, de périodes pour chaque individu. Voilà. Donc, ça c'est pour ce qui est des panels synthétiques. On peut avoir un certain nombre d'avantages, hein, avantages et de limites pour la modélisation par les modèles d'économétrie des données de panel. Donc, on a le contrôle de l'hétérogénéité individuelle comme avantage. Ça permet de voir si entre les individus il y a une certaine hétérogénéité. Vous le comprendrez un peu plus tard. En l'occurrence, quand nous allons faire le cas pratique, il permet également de mieux cerner la dynamique d'ajustement de certains phénomènes. Voilà. Donc, si on a par exemple une taille de données élevée, euh, cela peut entraîner plus de variabilité et plus de degré de liberté. Et de ce fait, garantir une meilleure convergence des estimateurs. C'est l'une des qualités premières des données de panel. Également, lorsqu'on a très peu de données, on peut facilement faire converger les indicateurs, notamment ceux du maximum de vraisemblance. Et comme limite à notre modèle d'économétrie des données de panel, euh, il y a un certain nombre de limites liées au problème de collecte de données, voilà, en couverture et puis de non-réponses qui peuvent donner lieu à ce qu'on ait des pseudo-panels dont on a parlé plus haut. On peut également avoir des problèmes d'attribution à un individu disponible à partir d'une certaine date de l'échantillon. On peut avoir des problèmes dans l'indépendance des individus sur certaines périodes. Voilà, pour ce qui est des limites. Alors, pour ce qui est des données, la structure des données de panel est à peu près telle que celle que nous voyons. Nous avons, par exemple, dans la première colonne, on dispose les individus. Ici, par exemple, nos individus sont les pays. On a le Bénin, on a le Cameroun, on a la Côte d'Ivoire, l'Érythrée, et ainsi de suite.
chaque individu a son identifiant numérique. Et puis, on a l'année. Donc, chaque année est répétée pour chaque individu. Donc, et puis après, on peut disposer chaque variable de notre base de données. Donc, pour chaque pays qui est répété autant de fois qu'il y a d'années, on a l'observation de chaque variable. Donc, on a par exemple la variable dénommée IMF Purchase. Dans ce cas, on a les PPG ou IDA. On a GNI, Growth National Income, le revenu national brut. Voilà. Et on peut avoir toute une pléthore de variables qui permettent d'analyser des données en panel. Voilà, en quelque sorte, la structure des données qui nous permettent de définir la spécification d'un modèle mathématique. Un modèle mathématique qui s'écrit étant donné qu'on a une variable y qui est observée sur les individus. Et dans le temps, cette variable dépend de l'individu i et du temps t, qui peut s'écrire comme une combinaison linéaire de variables explicatives du phénomène y. Ces variables explicatives sont aussi observées pour chaque individu. Et dans le temps, on a également un terme d'erreur. Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, notre YIT représente la valeur de la variable dépendante pour l'individu I à la date T. Et donc, on peut définir un vecteur de variable explicative et le vecteur de coefficient, ainsi que les termes d'erreur de notre modèle. Voilà. Donc, toujours dans la spécification mathématique, on peut avoir une décomposition générale des termes d'erreur. Les termes d'erreur peuvent être décomposés en effets individuels, effets temporels et puis bruit, terme d'erreur. Voilà. Un bruit blanc dont notre terme d'erreur se décompose en une composante individuelle et une composante temporelle. Et de façon plus spécifique, on peut avoir les modèles à erreur composés à facteurs lorsque notre terme d'erreur ne contient que soit le facteur individuel ou alors le facteur temporel. Et donc, on peut également avoir un modèle à erreur composé à deux facteurs lorsque à la fois le facteur individuel et le facteur temporel persistent dans notre modèle. Et donc, dans le cadre théorique de l'estimation, notre modèle à erreur composé à un facteur, on considère un certain nombre de vecteurs unités de taille nt. Nt, c'est le nombre, n c'est le nombre d'individus et t, c'est le nombre d'observations dans le temps. Et donc, on peut définir la matrice d'identité de taille n et définir l'opérateur bitune comme produit tensoriel de notre matrice d'identité de taille n et d'autres vecteurs IT. Voilà, donc ce qui permet d'avoir la forme vectorielle de notre modèle de panel qui est quasiment similaire à la forme d'un modèle linéaire simple. Voilà, nos vecteurs sont constitués, vecteurs explicatifs. Z, cette fois-ci, est constitué de concaténation de vecteurs unité de taille nt et de notre vecteur de variables explicatives. Voilà. Donc, ce qui nous permet de
ramener notre panel à une régression linéaire simple qui peut, au travers de l'opération de l'opérateur between inter-individuel, définir un opérateur within intra-individuel qui n'est rien d'autre que le symétrique de l'opération inter-individuelle par rapport à l'individu identité. Voilà. Donc, on a dans le cadre de l'estimation un certain nombre d'hypothèses. Dans l'estimation, on peut avoir les effets individuels de nos paramètres qu'il faut estimer. On peut avoir les effets individuels de notre paramètre sont à estimer, bien évidemment. On a également les thèmes d'erreur qui doivent être identiquement distribués, de moyenne nulle et des cas types constants. Voilà. Donc, les thèmes, les variables indépendantes ou alors explicatives doivent être indépendants des thèmes erreur, quel que soit l'individu et quelle que soit la date considérée. Voilà. Donc, les méthodes dénommées least square dummy variable, méthode du maximum de vraisemblance, appliquée aux variables limitées, nous permet de faire utiliser notre opérateur intra-individuel Q qu'on a défini plus haut, nous permet d'estimer nos coefficients avec une expression qui est similaire à l'expression dans le cadre d'une modélisation d'un modèle linéaire simple, et il en est de même des caractéristiques de nos estimateurs qui sont sans biais et convergents comme dans le cas du modèle linéaire simple. Et on peut remarquer que dans cette procédure RSDV, les variables explicatives doivent varier dans le temps, n'est-ce pas? Et puis les variables sexe est alors à proscrire en explicative ici, parce que c'est une variable qui ne varie pas dans le temps, qui reste constant, par exemple. Donc, on peut, pour tester, dans le cadre théorique d'estimation, tester la polarité des individus. Le test de polarité permet de savoir, de voir, le test de polarité permet de voir si nos éléments, si on considère notre premier modèle où les effets, nos coefficients dépendent des individus, et un modèle où les coefficients ne dépendent pas des individus, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, notre test de polarité permet de savoir s'il faut estimer un modèle à effet individuel, voilà, un modèle dont les coefficients dépendent des individus ou pas. Donc, c'est ça la polarité. Que les coefficients dépendent des individus, ou alors on peut considérer qu'il y a un modèle unique, indépendant des différents individus considérés. La statistique de Fisher permet de prendre la décision sur la polarité de notre estimation. Et on a également le test d'effet fixe qui permet de tester si les effets individuels sont nuls. Voilà, dans le cas où, ou pas, si les effets individuels ne sont pas nuls, on va conclure que voilà, notre modèle à effet n'est pas un modèle à effet fixe. Donc, on a la statistique de Fisher qui permet également de prendre la décision sur le test d'effet fixe au niveau des individus. Et donc, pour ce qui est du cas pratique, nous allons voir par exemple
estimer la demande en eau des ménages, que nous dénommons ici par exemple L-Conso. Bon, le logarithme de la consommation d'eau potable par tête peut permettre de faire cette modélisation. On a également le prix moyen d'eau distribué par mètre cube, le revenu par tête. On va voir si dans le cadre on peut voir par exemple dans le cadre d'un modèle économique des panels sur un certain nombre d'individus, sur l'équation linéaire de consommation, de log de la consommation, comme combinaison linéaire des logarithmes des prix et revenus avec effet individuel permettent d'analyser la demande de consommation. On va voir si on peut essayer de regarder les spécificités en termes d'individus, si il faut estimer un modèle à effet individuel ou bien à effet fixe ou bien un modèle à effet aléatoire. Voilà donc ce qui est théoriquement beaucoup plus concernant les modèles d'économétrie des données de balance dans mes nouvelles publications. Voilà, donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous allons d'entrée de jeu vous présenter la disposition d'une base de données qui doit être modélisée par la méthodologie de panel. Alors nous avons sur la première colonne les différents individus, et nos individus ici sont les pays, plus précisément les pays de l'Afrique subsaharienne francophone, de l'Afrique subsaharienne de façon générale, en l'occurrence 36 pays. Alors, on a les pays et chaque pays a un identifiant numérique. Ces pays sont numérotés de 1 à 36, vous pouvez le constater. Donc, le premier pays, puisque nos pays sont classés par ordre alphabétique, est le Bénin. Le Bénin qui a pour identifier un nom, on répète le Bénin autant de fois qu'il y a d'observations. Ici, nos données sont réparties dans le temps. Donc, les données allant de 1970 à 2018. 1970 à 2018. Et donc, on répète autant de fois le Bénin qu'il n'y a d'observation. Voilà, donc on a l'identifiant qui est 1. Pour le deuxième pays qui est le Burundi, on refait la même chose. Son identifiant est de 2. On répète autant de fois le Bénin qu'il y a de date. Et donc, pour chaque variable, après l'année, on donne la représentation des différentes variables. La première année, la première variable, c'est IMF Purchase, Current US Dollar. Et cette variable est représentée là. Ici, par exemple, le Bénin, en 1970, avait 0 jusqu'en 1977, et en 1978 il y a eu cette variable a réalisé cette valeur là. En 1979 elle a pris la valeur 0 et ainsi de suite. Pour ce qui est du Burkina Faso par exemple, elle a commencé en 1970 avec 775 000 et elle a réalisé des zéros jusqu'en 1977. Et il y a eu une petite reprise. On peut représenter les différentes valeurs pour chacune des variables. Notre deuxième variable ici qui est PPG, notre troisième variable GNI, entendez par là Gross National Income, le revenu national brut, Total Debt Service, le service de la dette en pourcentage des exportations de biens et services. Donc, dans notre modèle d'économétrie de données de panel, nous allons analyser l'impact de ces différentes variables sur le service de la dette. Le service de la dette sera notre variable explicative et
autres variables, notamment le revenu national brut, seront utilisées pour expliquer le service de la dette. Et on va voir quelles sont les variables qui sont significatives ou pas. Et si le modèle, quel est le modèle le plus approprié. Voilà, donc revenons à notre stata. Nous allons tout simplement, d'abord, dans un premier temps, importer notre base de données en allant dans File et puis Import. Et puis choisir la première option Excel Spreadsheet. Cliquons dessus. Alors, nous allons tout simplement cliquer sur l'onglet Brush pour naviguer, aller choisir notre classeur Excel. Je l'ai mis dans mon bureau. Je vais choisir mon classeur. Double-clic sur mon classeur et top. Nous allons, vous voyez que nos différentes variables s'affichent là, mais Stata par défaut donne à nos variables, nos différentes variables, les lettres de l'alphabet A, B, C. Donc, pour avoir les noms initiaux de nos différentes variables, nous allons cocher l'option Import First Row as Variable Name. Donc, nous allons permettre de prendre la première ligne comme le nom de la variable. Et à la suite de cela, nous allons cliquer sur OK. Vous voyez que nos différentes variables s'affichent à l'extrême droite. Et si ce n'est pas le cas chez vous, allez tout simplement dans Windows et puis vous cliquez sur Variable. Vous cliquez sur Windows, vous cliquez sur Variable. Vous voyez que les variables vont s'afficher à l'extrême droite de votre interface data. Et donc, vous pouvez voir, comme je le disais tantôt, vos différentes variables, country name, country ID, year ou année, et puis nos différentes variables qui s'en suivent. Donc, notre base de données étant importée, nous allons sous Stata, dans un premier temps, le préalable, c'est de définir le type de modèle que nous voulons estimer. Donc, nous allons aller dans Statistics, Longitudinal Data Panel. Nous allons cliquer sur Set Utility et ensuite Declare Dataset to be Panel Data. Donc, nous allons choisir nos données de telle sorte qu'elles soient vues par Stata comme des données de panel. On peut, si nous ne le définissions pas, et comme vient par exemple ici, on peut par exemple exprimer un modèle linéaire, mais lui ne considérera pas que ce sont des données de panel. Donc, on peut estimer par exemple un modèle linéaire ici, tout simplement en allant dans Linear Model Unrelated, choisir Linear Regression. Stata considérera tout simplement qu'on est en train de faire un modèle linéaire simple. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons aller dans Statistics, Longitudinal Dataset et Set Utility et cliquer sur Declare Data to be Panel Data. Donc, cliquons dessus. Et ici, nous devons choisir Panel ID. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était important de créer un identifiant pour chaque variable qui est numérique. Nous allons cliquer sur Country ID tel que nous avons défini. Ensuite, nous allons choisir la variable temporelle, Time Variable. Cochons d'abord et puis nous sélectionnons les variables, la variable temporelle qui est l'année, year. Nous allons dénommer year dans notre base de données. Et nous allons laisser l'option par défaut Use Format of Time Variable. Nous allons laisser cette. Bon, on peut modifier si les données sont journalières, hebdomadaires, mensuelles et ainsi de suite. Nous allons laisser l'option par défaut OK. Vous voyez que notre base de données a été définie comme panel. Et les variables du panel sont d'abord pour les individus, les pays, et comme variable temporelle les années allant de 1970 à 2018. Maintenant que notre
base de données a été définie comme données du panel, nous allons aller estimer notre modèle du panel. Nous pouvons par exemple estimer d'abord notre modèle linéaire, modèle related, ce qu'on appelle dans le jargon anglais le pool data model. Donc, nous allons estimer notre modèle linéaire par exemple pour voir ici comme variable dépendant, nous avons total debt service. Notre variable dépendante c'est le service de la dette et nos variables oh là là. Data est en train de bloquer. Nos variables dépendantes ici sont IMF Purchase, PPG et puis GN. Nous cliquons sur OK. Vous voyez que il a estimé notre modèle linéaire dont on peut avoir les caractéristiques. On voit que le IMF Purchase est significatif, influence significativement sur le service de la dette, ainsi que le PPG. Le PPG n'est pas significatif parce qu'on a une p-value ici qui est suffisamment significative pour qu'on accepte l'hypothèse nulle de nullité de ce coefficient. Le GNI, le revenu national brut, est également significatif, ainsi que la constante. On peut également lire la fiche statistique de significativité globale avec une p-value quasiment nulle, ce qui signifie que notre modèle est globalement significatif. On a R carré et le R carré ajusté ainsi que d'autres indicateurs. Mais nous allons revenir à notre modèle de panel en allant également dans statistiques, longitudinal data, panel data, et nous allons choisir linear. Et puis si nous voulons par exemple estimer linear regression, étant donné que nous sommes dans les panels, nous allons cliquer tout simplement sur OK. Et puis, nous allons mettre notre variable dépendante, total debt service, et puis nos variables indépendantes, IMF purchase, PPG, et puis GNI. Et puis, nous cliquons sur OK. Vous voyez que nous avons les résultats de notre modèle de panel. Je rappelle ici que nous avons choisi un modèle, je vais revenir à longitudinal data, linear model. Nous n'avons pas choisi, par défaut, la valeur, le modèle choisi c'est General Least Square Random Effect, donc un modèle à effet aléatoire. Donc, nous venons d'estimer notre modèle à effet aléatoire, donc voici les résultats qui sont là. La significativité de chaque coefficient peut se dire là. IMF Purchase est significatif, PPGI n'est pas significatif comme c'était le cas dans le cas du modèle linéaire. Et puis, le revenu national brut influence significativement mais négativement sur le service de la dette. Donc, lorsque le revenu national brut augmente, le service de la dette a plutôt tendance à diminuer. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du modèle à effet aléatoire. Nous pouvons également entamer la même procédure pour estimer cette fois-ci un modèle à effet fixe effect par exemple. Voilà, vous voyez que on a un résultat qui est différent du résultat précédent, qui donne la variable PPG quasiment significative, alors que dans le cas du modèle à effet aléatoire, cette variable n'était pas significative au seuil de 10%. Par contre, notre modèle à effet fixe donne cette variable significative au seuil de 10%. Mais nous allons
dans un instant vous montrer comment, à travers le test de spécification de Rossmann, comment savoir s'il faut estimer un modèle à effet fixe ou alors un modèle à effet aléatoire. Voilà, donc nous allons vous montrer maintenant comment sauvegarder les résultats de notre régression pour pouvoir les utiliser dans le cadre du test de Rossmann, test de spécification de Rossmann pour voir si c'est le modèle à effet fixe ou alors le modèle à effet aléatoire qui est plus approprié. Voilà, nous pouvons d'abord estimer notre modèle. Alors, je me suis trompé. Statistique, longitudinal data. Voilà, nous allons estimer notre modèle à effet aléatoire. Voilà. Nous allons, pour sauvegarder ces estimations, aller dans statistiques, post estimation, estimation, nous cliquons dessus. Nous allons dans nous allons choisir l'option Manage Estimation Result, puis nous allons cliquer sur Store Current Estimate in Memory. Cliquons dessus. Nous allons l'appeler Random. Voilà, Random. Et puis nous cliquons sur OK. Vous voyez que notre estimation a été sauvegardée comme au nom de Random. Nous allons également estimer notre modèle à effet fixe. Nous allons estimer notre modèle à effet fixe. Et puis nous allons sauvegarder en allant une fois de plus dans Statistics, Post Estimation, Estimate. Nous allons aller dans Post Estimation et puis Store Current Estimate. Nous allons l'appeler cette fois-ci Fixed. Voilà. Nous allons cliquer sur OK. Vous voyez que notre dernière estimation du modèle à effet fixe a été sauvegardée au nom fixed. OK. Donc maintenant pour faire le test d'adéquation, test de spécification de Rossmann, nous allons aller dans statistiques, toujours dans post estimation. Nous allons regarder specification, diagnostic and good fitness of the fit analysis. Nous allons choisir le test de Rossmann Specification Test. Nous allons cliquer dessus. Et nous allons choisir comme hypothèse, nous allons choisir fixe comme consistent estimation, comme pour dire que et comme efficient est blanc for more reasonable. Si je choisis le RMR, il va considérer que le plus récent qui est le modèle à effet fixe, donc on n'a pas intérêt. Donc notre hypothèse notre hypothèse nulle, c'est le modèle à effet aléatoire est le modèle approprié. Voilà. Donc nous allons cliquer sur OK. Et vous voyez ici que les résultats du test de Rossmann sont affichés là, avec une p-value supérieure. On a une statistique de 3,15 et une probabilité de 0,36 qui est supérieure au seuil de significativité de 5% par exemple. Ce qui signifie qu'on accepte tout simplement l'hypothèse nulle selon laquelle le modèle à effet aléatoire est approprié. À titre de rappel, au moment de la spécification du test de spécification, si nous avions inversé
Si nous avions choisi random ici et puis fixe de l'autre côté, vous verrez que notre résultat serait négatif, qui is chi-square non-positive. If a model fit on these analysis failed to meet the asymptotic, ça signifie tout simplement que nous avons inversé le sens et que par conséquent on a un qui de opposé qui est négatif, ce qui est contraire à théorie statistique. Ça signifie tout simplement qu'il faut bien choisir l'hypothèse nulle. Donc, dans le cas présent, inverser les hypothèses nulles, choisir comme hypothèse nulle le modèle à effet aléatoire comme consistant, et puis on a une probabilité qui est suffisamment significative pour accepter l'hypothèse selon laquelle le modèle aléatoire à effet aléatoire est approprié. Nous allons une fois de plus estimer notre modèle à effet aléatoire. Notre modèle à effet aléatoire, Random Effect Model, voilà, qui est celui-ci où les variables IMF Purchase influençaient significativement et positivement sur le service de la dette. Donc, pour augmenter le service de la dette, il faut augmenter les droits de tirage spéciaux de la Banque mondiale. Il faut également, par exemple, pour diminuer le service de la dette, augmenter le revenu national brut. Lorsque le revenu national brut augmente, le service de la dette diminue. Donc, voilà, c'est ce que ça signifie. Ça a un effet statistiquement négatif, mais dans le sens de la théorie économique, l'effet est plutôt positif. Voilà. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a permis de mieux appréhender la notion de modèle de panel sous Stata. Nous allons faire d'autres tutoriels pour vous montrer comment faire d'autres tests de vérification de modèles sur les résidus et autres. Pourquoi pas vous montrer comment estimer des modèles, des panels dynamiques par exemple. Voilà, c'était donc tout pour ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.